Perfect, we're good here. Ouais, Nadia. Là, c'est pareil, c'est table à tapoter. Voilà, c'est une double polo. Ils vont taper dessus. Ça remplaçait les morceaux. Ensuite, on mettait sur les pupitres. On laissait à peu près une semaine que les dépôts se reposent. Et ensuite, on tournait les bouteilles. C'était pour faire des colis. C'était pour casser les plaques. Parce qu'on passait pas au froid longtemps et l'acidité du vin faisait vraiment des plaques. C'était pour casser les plaques. C'était pas les levures. Non. L'acidité du vin qui cristallisait. Qui se déposait en. Voilà, ça faisait des plaques. Alors, je me rappelle mon grand-père, c'était vrai. Mais on mettait ça dans une boîte et on tapait un cavalier. Ensuite, on va faire le dégorgement. On fait le dégorgement et on met de la liqueur. Alors, par moment, le bouchon cassé. Alors, ce qu'on appelle un tire-bouchon, c'est un tire-bouchon champenois. Donc, voilà, on met le tire-bouchon. On met ça ici. On tourne. Et voilà, c'est vraiment le tire-bouchon champenois. Ce qu'on appelle un boussin. B-O-2-S. Donc la guérite de dégorgement. Ensuite on bouchait la bouteille. Et on passait au muselage. Voilà, on mettait la bouteille, on mettait le muselet et on faisait vraiment les ardillons avec la petite pince. Et après, ben voilà. Donc là, c'était l'évolution. On mettait la bouteille, comme ça. On prenait ça et on tournait. Et ensuite, on passait à l'habillage. Donc on lavait les bouteilles et on habillait les bouteilles. Et une fois que les bouteilles étaient habillées et sèches, on les roulait dans du papier de soie. Et pour tout ce qui était expédition, on mettait ça dans des paillons, dans des caisses en bois, on clouait, on cerclait et on expédiait. Voilà. Alors vous avez élaboré des cuvées spéciales avec lesquelles vous utilisez encore vous êtes passé à l'ère moderne. L'ère moderne. Voilà. Pas très défavorisé. C'est vraiment le musée, ils utilisent ces machines-là. Beaucoup, ouais. Alors il y a certaines personnes qui mettent la graffe.
Donc voilà, maintenant ils ne font plus les bouteilles à la main. Enfin, dans certaines maisons, ils font encore la main, et tandis que moi, je le fais en ce qu'on appelle en chiropalette. On met 500 bouteilles par palette en fer ou en bois, parce que j'en ai en bois. On met ça dans un appareil, qu'on appelle un giron, et voilà, ça tourne les bouteilles automatiquement. Dans le temps, tourner les bouteilles, ma taille soit sur 30 jours, tandis que maintenant, on tourne sur 7 jours. Alors pourquoi une si grande différence? C'est que maintenant ça tourne toutes les 3 heures, et la nuit, samedi, dimanche. Voilà. Tandis qu'avant c'était matin. C'est un peu le... Voilà, ça va être... 2012 basis. Voilà. Là, ça vient d'être chargé. Ça vient d'être chargé, donc on commence à faire. Ça fait une petite inclinaison, après toutes les 3 heures, ça va tourner. Ça va faire c'est toujours un quart de tour, parce que jamais dans le même sens. C'est un quart de tour, un demi-tour, à l'envers. Ça fait un cycle, et puis à mesure que ça tourne, ça va s'incliner. Et 7 jours après, c'est donc le dépôt est descendu. Le bout en l'air, le cul en l'air. Et après, c'est un prestataire qui vient, une fois par mois, pour faire le dégorgement. Dans le temps, c'était 30 jours, c'était 21 soirs. Et là, c'est 7 jours. Pourquoi? Parce que ça tourne toutes les 3 heures. Là, jeudi, samedi, dimanche. Normalement, ça ne se fait pas mal. S'il y a du courant, ça tourne. Voilà. Bonjour, welcome, bienvenue à tous ceux qui aiment Meunier. Ce soir, je voudrais vous accueillir au cœur de la vallée de la Marne pour cette soirée exceptionnelle, spéciale Meunier, la veille du printemps de Champagne, mais aussi chez un vigneron très authentique qui vous proposera peut-être une expérience inédite, je ne sais rien. C'est 5e génération des vignerons. C'est aussi les vignerons qui viennent d'être récompensés par la mission Maison Côte au Cap de la Champagne, par les prix Pierre Cheval de l'embellissement. Donc j'espère que ce n'était pas un hasard non plus. C'est un dinosaure qui travaille un petit peu à l'ancien. Vous savez, c'est un vigneron qui ne travaille pas pour vous, il travaille surtout pour lui. Mais si par la suite ça vous plaît à vous, pour nous c'est la plus belle récompense. Donc je vais donner la parole à Anne-Marie qui nous présentera un petit peu plus professionnellement et avec son œil objectif. Parce que moi, voilà, mon mari il est passionné par le champagne, moi je suis passionnée par mon mari, ça tourne comme ça. Mais Anne-Marie, c'est une journaliste objective et je lui fais 100% confiance et je suis sûre que ça va se bien passer. Donc, enjoy! Déjà, je voudrais placer cette dégustation sous 3 vocables qui sont pour moi très importants et qui représentent un peu tout le travail que je fais depuis une dizaine d'années, voire depuis 25 ans, mais maintenant à mon compte depuis 10 ans. Premièrement, l'humilité. Je pense qu'il faut être très humble face à une dégustation parce que je vais vous apprendre des choses, mais je vais aussi apprendre beaucoup parce que tant que la bouteille et le vin n'est pas servi, il garde ses secrets dans la bouteille. L'authenticité, parce que bien évidemment, comme Anna l'a dit, nous sommes ici chez des vignerons et un vigneron en particulier qui travaille de façon très authentique. Et surtout aussi un mot qui m'est très cher, qui est la diversité. Nous allons voir, nous allons goûter 7 cuvées avec une verticalité, j'allais dire, dans le déroulement des années. On va partir de 2015, les années les plus jeunes, jusqu'en 1958. Bon. Il y a un point commun, évidemment nous n'avons pas à chaque fois, ça je tiens à le dire, parce qu'une dégustation c'est important de cadrer, nous n'avons pas les mêmes vins au sens de l'origine des parcelles, c'est pas une dégustation scientifique qui a une valeur bien évidemment de ce type. Par contre c'est une dégustation intéressante parce que tous les vins sont à base de meunier qui
proviennent des mêmes parcelles de cette exploitation et que la fermentation malolactique n'est pas faite. Donc sur un plan de l'équilibre des vins, c'est intéressant de voir de dire cette chose-là. Alors, moi je me suis intéressée au meunier. Je suis arrivée en Champagne il y a 25 ans. Je travaillais au comité interprofessionnel des vins de Champagne et en tant que journaliste, je me suis renseignée. Je dis, déjà dans mes cours, finalement, on parlait très peu de la Champagne, à l'école d'agro de Montpellier notamment, et généralement, même dans tous les livres de géographie, aujourd'hui ça a rectifié, il y a 25 ans, la Champagne n'existait pratiquement pas. Il y avait vraiment une culture orale, et il fallait venir en Champagne pour réellement savoir où on en était en termes de réalité du terrain. Et le meunier, c'était véritablement, il y avait une espèce d'omerta où on disait le meunier, passe ton chemin, c'est pas intéressant. Et donc, moi je goûtais, parce que je suis quelqu'un de terrain, j'allais sur le terrain, je goûtais les champagnes et je goûtais les vins clairs, et les vins de meunier m'apparaissaient particulièrement intéressants. On disait, et on dit toujours, vous entendrez, que les vins de pinot noir, les vins clairs de pinot noir sont structurés, charpentés, puissants, que les chardonnays sont fins, vifs, élégants, etc., légers, aériens. Et puis le petit meunier, le meunier, il était rond, fruité, et il était bon à boucher les trous des assemblages des vins de Champagne. Donc, bon, véritablement, on n'en est plus là, 10-15 ans plus tard. La géographie viticole, c'est fondamental, et je dois dire que la Champagne couvre de l'ordre de 32 000 hectares et qu'il y a pour la proportion des cépages de l'ordre de 32% de meunier, 36% de pinot noir. Ça, j'ai pas eu l'information exactement, mais j'en étais restée à 36 de pinot noir, et donc 35, c'est ça? Voilà, de chardonnay. Bon, moi j'étais restée à une époque où le pinot meunier, on l'appelait pinot meunier à cette époque, il y a une dizaine d'années, le pinot meunier était, je dirais, peut-être le plus faible dans ses proportions. Ce que je vois, c'est en 10 ans, le meunier a pris un petit peu plus de galons et qu'on a un tiers de chaque cépage. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant de voir aussi, bon, la carte ne montre pas, c'est pas une carte des cépages, que la vallée de la Marne, où nous nous trouvons, est le bassin qui produit le plus de meunier. La Marne, notamment, avec une proportion donc, de 8 000 hectares sur les 30 000. Et surtout, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le meunier est présent pas seulement dans les marnes, enfin, ce qu'on appelle ces sols argileux, marneux, mais qu'on en trouve dans les sables, donc la partie du massif de Saint-Thierry, ou bien également dans des zones un peu plus calcaires, alors pas dans la côte des Blancs, mais les zones calcaires de la vallée de la Marne. Voilà. Donc merci, thank you à tous les anglophones. Vous allez avoir votre allié avec Paul Merton, à qui je suis vraiment reconnaissable, parce que Paul, il vient exprès de Boston, oui, il vient exprès pour nous. Il a rencontré Meunier il y a des années, il y a 10 ans, il a rencontré Métayer, et voilà, aujourd'hui, il est avec nous pour partager avec vous cette expérience. First, thank you all so very much for coming here. Anna, Frank, thank you from the deepest part of my heart for this. The reason for that is Champagne is my love, my passion, and it's my life. A little about me, I never knew anything about wine. I was living in New York City. I got a gift certificate to a wine school. Actually, it's a food school. And the problem was I live in New York City, and the size of my apartment is roughly the size of this barrel. So I didn't have a kitchen or anything else like that to cook anything. So when I opened up the catalog, they had some alcohol classes. I didn't like hard alcohol. Beer was a little bit too filling for me. But wine, this is something I have had with dinner many times.
I can't tell you anything beyond it was sometimes red, sometimes white, and sometimes it had bubbles. That was about as far as I got. So I'm like, okay, I'll take one and one only cooking class. Oh, sorry, wine class. I took one, and then I took 12 more. Thank you to my sister for giving me that gift certificate because I decided that's what I'm going to do with it. So upon graduating, I started walking the streets of New York City trying to find a job in wine, which is very difficult if you don't know anybody in wine and you have no experience in wine. So I got rejected from 7 different places. Then I went into a beautiful store. It was fantastic. And I decided, I'm going to work here. The manager thought otherwise. She just said, no. Just like that. So I said, okay. I collected my loss and I left. But then I came back the next day to find out if they had a job. And guess what? They did not have one. And then the following day, they said no again. So after 8 days, at that point, wine stores were not open on Sundays. So over a week had gone by. Finally, I got yet another no. And I said, okay, I will see you tomorrow. And he said, why? Well, I got to check in to see if you have any openings. And that was the most unenthusiastic hire of all time. Fine, I'll come back tomorrow. But I got hired. And because of that, I got introduced to some champagnes. And from there, it was just, wow, this is pretty incredible. After going to a couple other stores, and I decided, wow, this is something I really want to pursue. I ended up getting at this point I had already become somewhat familiar with a number of champagnes. And I discovered that I had in New York a connection in New York of a firm that only produces vintage champagne, and they only produce it every so often. And someone from this company turned out to be a champagne mentor for me. I told him a little bit about what I had in mind, and then he said, you know what? For what you were thinking about, you're going to need to get an MBA. I said, really? An MBA? I want to do wine. That's what I was enjoying drinking, going to the vineyard. I said, no, you got to learn something about wine, about business first. I said, okay. So, as luck would have it, I was able to get an MBA from Bordeaux. And I know it was not the ideal place. It was roughly a couple hundred kilometers to ideal, but it was close enough, far closer than anywhere else I could be in the US. So on one of my trips from Bordeaux to Champagne, I sent in a couple of emails. One of these emails was to Hannah. Why? Because there's a little flag that's had a little English mark on it that means she spoke English. That was really good for me because still I'm oui. So very little. And wow. So doing research for my dissertation on Reconnaissance Manipulate risk management for small independent wineries. I spoke with her. I came here. I had a wonderfully delightful tasting, and before leaving, Anna pulls me aside and says, sorry, my place. Beautifully. She said, you should come back tomorrow. We have something special, an experience that has not happened before. We're hopefully doing our first open cuvée. I didn't catch the name, but I remember. She said, just come back tomorrow. Okay, so, wow, it's like that. Deja vu, my French for the day. Deja vu, yes, okay. Went back the next day, and slowly, it was going to be, I opened the door, and there was a tour, I think, of 6 or 7 people in, and they were opening for the first time the Boutique Exclusive. Gosh, so I walked in and I was watching it, and I was watching this unfold right upstairs, and I had no choice in the matter. The camera was actually like this. I went over and just took a couple of pictures to commemorate this really electronic event in my mind, and they didn't.
authorize that, it's okay. So I took a couple of pictures of them, and what an experience this was. It was really engaging, and it really went inside me, and I went, ooh. And the wines were good, were really good. But it was the interaction, it was the experience of making it personalized, the experience of understanding métier, not just the flavors in the mouth that I would probably not remember long enough, but it was the full experience of being able to have it on the tongue and with them. The experience of this was just fantastic. So I was enjoying these wines, and you can go upstairs, and you'll see a couple of the pictures that are up there from June the 11th, 2009. Thank you so much for that. Now I'd like to say a couple of words about Village. Village is in Village Grand Cru, Premier Cru, and the neither type of wines. So ratings have a good purpose and they have a good function. They also have limitations. They're good for standardization, and they are very needed for scalable events. This is one of the things that really mind-boggled me and confused me. You have Grand Cru, Premier Cru in lots of different regions, and in Champagne, it's yet another version of it. What does it mean? What does it not mean? To understand, my understanding of it is that it has to do with the grapes and not the end product. They're the raw materials where the grapes come from. So the Grand Cru and Premier Cru are mostly, my understanding of that is, they're mostly for when they're bought and sold in the marketplace. When they are not, so with some friends, they restrict themselves to only Grand Cru or Premier Cru wines. And this has always got me excited, because when they limit themselves to these type of wines, they are skipping out on so many wonderful experiences, so many wonderful flavors that are not accessible for anywhere else. And by part of that, so I cringe at the idea that if I had also limited myself to Grand Cru and Premier Cru wines, I would not be able to have métier. And métier is a wonderful example of the meaning of what métier means to me. And meunier is when you put it in your mouth, I can only equate it to the experience of what Proust had when he had a little bit of tea and some crumbles of Madeleine, and he put it in his mouth. And it was a reverie of emotions and experiences that stuck with him many pages. C'est intéressant par exemple de savoir que, sans parler nécessairement de cette marque en particulier ou de ces marques en particulier, mais on sait que certaines marques, par exemple, le disent dans leur communication, ou bien ne le disent pas. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Peu importe, je ne suis pas là pour parler, mais certaines marques font du meunier l'accent total, l'accent absolu. Voilà. Après, va se poser une question, et c'est le but aussi de cette dégustation, c'est comment le meunier vieillit-il? Parce que pendant longtemps, il a également été accusé de ne pas vieillir. Et c'est pour ça qu'on l'utilisait dans les cuvées d'assemblage, pour donner la rondeur, la fraîcheur, mais en aucun cas on cherchait à le faire vieillir. Ça veut dire que dans cette région ici, là, de Champagne, on ne peut pas planter d'autres cépages que le meunier? Si on peut quand même. Oui, bien sûr. Dans la maison métayer, c'est la soirée meunier, mais chez les métayers, on travaille tous les trois cépages. Et même en monocépage, on a 100% chardonnay, on a exceptionnel pinot noir, même notre chardonnay, il est différent, mais il est exceptionnel. Donc voilà, on travaille tout en ayant la majorité des meuniers. Là, c'est le côté clair en plus.
Voilà. Mais on a les 3 cépages, bien évidemment. Donc il y a des régions qui n'étaient pas encore arrivées, comme je vais vous montrer sur la carte, que la vallée de la Marne est véritablement le lieu, le haut lieu, le fief, où on en trouve aussi dans la... Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui on voit par exemple certaines grandes maisons, des moyennes, des petites, des tout petits vignerons, qui sortent leur cuvée de meunier. On voulait vous proposer cette trilogie en proposant exactement les mêmes champagnes, différents d'une année sur l'autre, en sachant que quand je parle de mon dinosaure à 30 métayers, ce sont les champagnes millésimés mais non déclarés. Quand il est contre toutes les certifications, donc voilà, il dit c'est le goût des clients qui va décider si on aime, si on n'aime pas. Les médailles, les certificats, c'est parce qu'il est plus important pour lui. 2007, il est censé représenter une année froide. Et 2008 était une année que moi j'ai rencontré goûté d'autres champagnes où il y avait une espèce d'austérité. Je suis agréablement surprise de rencontrer finalement un champagne 2008 avec une espèce d'expression assez gourmande, assez chaleureuse, peut-être pas aussi dense que le précédent. Il y a quand même une petite pointe d'austérité, mais où il y a une très belle présence. Voilà, je pense que c'est un champagne qui a une belle facture, qui a réellement le haut du pavé. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien que dans le public, quelqu'un me parle, me dise, moi ce vin, il m'a... Est-ce que c'est la même parcelle? Oui. Voilà, là c'est une trilogie, c'est là où c'est intéressant. Le 2009, le 2008, c'est la Oui, même parcelle. voilà, c'est le même vin. parcellaire. En une année, vous rendez compte de la différence? Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on voulait vous faire découvrir. C'est là, voilà, c'est là où on voit que le vieillissement apporte, mais l'année aussi donne son poignet avec ce genre de vin. On peut aller. C'est un peu mon dada et moi j'aime bien carafer les champagnes, ce sont des vins qui méritent une oxygénation. Tous les sommeliers ne sont pas tous d'accord, mais j'ai quand même posé la question à Philippe Orbrac, qui est mon mentor et un ami de 30 ans, et il m'a dit ouais, tu peux y aller. Donc bon, j'ai réagi avec ça. Mais je pense que c'est une bonne chose sur ce type de vin en particulier.
grosses maisons, les vinothèques, c'est quelque chose de très très courant. Franck, au début, quand il a repris son exploitation en 89, il fait sa propre vinothèque. Mais il a aussi hérité de certaines cuvées par rapport à son père, par rapport à son grand-père, et même arrière-grand-père. Donc, en continuant dans cette expérience meunier, on voudrait vous proposer quelque chose, quand on m'a dit qu'il n'invite pas 150 personnes, j'ouvre un maximum de bouteilles. Donc, et voilà, donc, c'est pour ça, ces champagnes-là, on ne va même pas proposer demain en plein champagne. Donc, ce n'est pas un champagne, mais on ne va pas les proposer en printemps des champagnes parce qu'on attend beaucoup trop de monde. C'est un succès aussi d'Antioche. Mais on voulait vous partager avec vous, avec notre choix. Donc, du coup, ça sera un Coteau Champenois blanc de 1958. Parfait. Ce qu'on appelle une cheville. Une cheville. C'est quelque chose qui actuellement n'est plus pratiqué en Champagne. C'est quelque chose qui est assez différent de tout ce qui s'est fait aujourd'hui en Champagne. On a gardé ça, malgré que l'année est plus récente que 58. On a gardé ça pour la fin parce que c'est les vins rouges. Mais les vins rouges champagnisés. Donc actuellement, c'est interdit de les faire. Donc c'est pas reconnu par la profession en tant qu'AOC. Mais sachez, on ne les commercialise pas. C'est juste pour vous faire plaisir. Toujours dans cet esprit 100% meunier, vous allez voir, c'est du rouge, c'est du très lourd, c'est du costaud. Et comme on dit, les vins, c'est les mémoires d'hommes. C'était pas mon nom, c'était ses ancêtres, vous allez voir, c'est du costaud.